Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire prévention. Et aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement moral, harcèlement sexuel et surtout de comment mener une enquête. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Florence Monteil. Bonjour. Bonjour Sébastien. Donc Florence, tu es avocate en droit du travail à ICO Avocat, qui est un cabinet qui est basé à Paris, mais qui intervient sur tout le territoire. Exactement. Tu as une spécialité puisque tu as un DU de médiation, et donc tu peux faire de la médiation. Et aujourd'hui, on va parler du harcèlement. Alors, première question quand même, est-ce que tu peux nous redire ce qu'est le harcèlement moral et le harcèlement sexuel ? Voilà, alors le harcèlement moral, donc on retrouve sa définition en toutes lettres dans le Code du travail, donc à l'article L 1152-1 à 6 du Code du travail. Et il est défini donc en synthèse de la manière suivante. C'est donc tout comportement, agissement répété qui a pour effet de dégrader les conditions de travail et porter atteinte à la santé physique et ou mentale des salariés, mais également qui peut avoir comme conséquence d'altérer les perspectives professionnelles du salarié. Donc ça nécessite effectivement un critère de répétition dans les agissements. C'est également une définition que l'on retrouve dans le code pénal et qui est sanctionnée par 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, avec la distinction près entre le pénal et le droit du travail. C'est l'élément intentionnel, c'est-à-dire qu'en fait l'auteur des agissements de harcèlement moral peut être condamné au civil devant le conseil de prud'homme, quand bien même il n'aurait pas eu l'intention de harceler, à partir du moment où il y a les critères qui sont remplis par la loi. Ce qui n'est pas le cas au pénal où ça nécessite un élément intentionnel. Ça, c'est pour le harcèlement moral. Le harcèlement sexuel, alors, je crois qu'il y a 2 situations de harcèlement sexuel. Tout à fait. Donc, il y a la définition que tout le monde peut pressentir du harcèlement sexuel, qui se caractérise par des agissements et des propos répétés, qui ont pour objet ou pour effet de dénigrer la personne en poste, parce que là on parle vraiment du milieu du travail, et donc de porter atteinte à son intégrité morale et physique. Alors ce harcèlement sexuel peut être justement réalisé par une seule personne avec des agissements répétés, mais également la victime de harcèlement sexuel peut faire l'objet de manière répétée de propos et de comportements comme tels, mais par des personnes différentes. Et à ce moment-là, le harcèlement sexuel est également caractérisé quand bien même les auteurs de harcèlement ont réagi une seule fois, mais de manière concertée. Donc ça, c'est vraiment la particularité du harcèlement sexuel. Donc la répétition, en réalité, elle est à l'égard de la victime et non pas à l'égard de l'auteur. Également, dans cette définition, le législateur a pris soin d'ajouter les agissements sexistes, les agissements et les propos sexistes. Donc ça, c'est la première définition du harcèlement sexuel. Agissements, propos sexistes, quand ils sont répétés, deviennent du harcèlement sexuel. Exactement. Voilà. Donc là, il y a le critère de répétition, comme je vous l'ai dit, avec cette particularité que la répétition peut être réalisée une seule fois par des personnes différentes. Et la deuxième alors ? Et alors la deuxième, en réalité, c'est une assimilation donc au harcèlement sexuel. Donc ça reste dans le même texte. C'est d'ailleurs l'article L 1153-1 du Code du travail. C'est lorsqu'une personne fait l'objet d'une pression grave c'est une perception réelle ou supposée d'obtenir des faveurs sexuelles. Donc là, il n'y a pas besoin de répétition. En réalité, un seul comportement qui est caractérisé par une pression grave en vue d'obtenir un acte sexuel, que ce soit pour l'auteur des agissements ou pour une autre personne d'ailleurs, tombe sous le coup de la définition du harcèlement sexuel. Oui, voilà. Donc ça, c'est pour recadrer vraiment la définition de quoi on parle. Et alors, à partir de quels éléments de dénonciation ou de plainte, puisque on est au stade où il n'y a pas de victime encore, il y a une personne qui se plaint, et c'est pas forcément une victime, il faudra voir si c'est caractérisé ou pas. Donc, à partir de quels éléments de dénonciation de plainte un employeur doit s'engager dans une enquête harcèlement ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code du travail ne prévoit pas d'obligation
pour l'employeur de diligenter une enquête en cas de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Sauf il y a un cas bien particulier, c'est dans le cadre du danger grave et imminent, qui est normalement diligenté par le CSE, par les élus du CSE, et qui est visé à l'article L4131-1 du Code du travail. Donc ça, c'est vraiment prévu. Et lorsqu'il y a un danger grave et imminent, là, l'enquête, on ne peut pas faire sans. On est obligé de la diligenter de concert avec le CSE. Pour toutes les autres situations, il n'y a pas d'obligation légale. Évidemment, lorsqu'on a un signalement qui nous laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel, il faut se poser dans tous les cas la question de mettre en place une enquête. Ensuite, on ne la met pas systématiquement en place, cette enquête. Il va falloir qu'il y ait certains éléments et certains critères qui nous fassent passer le pas. Donc en fait, c'est l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur qui fait que sur des propos qui laissent supposer qu'il y a peut-être du harcèlement, il doit aller vers une enquête. C'est ça, exactement. C'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que l'employeur, de toute façon, il est donc soumis à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Et donc, à partir du moment où il y a un signalement qui laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, ou d'ailleurs une violence aussi, mais là on n'est pas sur le sujet de la violence, il doit de toute façon prendre une mesure. Alors cette mesure, ça peut être une enquête, ça peut être aussi d'autres moyens et d'autres outils d'intervention, sauf que bon, aujourd'hui notre thème c'est l'enquête, mais effectivement l'enquête n'est pas exclusive de toute autre mesure qui peut être prise pour respecter son obligation de sécurité. Alors justement, est-ce que toute dénonciation, tu disais, n'amène pas forcément une enquête ? Quand l'employeur lit peut-être par exemple un courrier d'une salariée qui se plaint de harcèlement moral ou sexuel, qu'est-ce qui va lui permettre de déterminer s'il faut faire une enquête, pas une enquête, si ça entre dans la définition, pas dans la définition? Alors ça, c'est quand même assez difficile à caractériser en règle générale, et c'est vrai que c'est en général à ce moment-là où les services RH ou la direction commencent à nous appeler en nous disant bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce signalement. Donc il y a les personnes spécialisées qui généralement savent à peu près orienter, mais c'est vrai que voilà, il ne faut pas confondre l'exercice du pouvoir de direction ou une plainte, par exemple, qui serait de l'ordre de j'ai trop de travail, donc je suis un peu fatiguée ce matin et un tel me donne trop de travail. Ça, on ne peut pas considérer nécessairement que c'est une alerte et un signalement qui doit éventuellement donner lieu à une enquête. Oui, parce que quand même, travailler quand on est au travail, c'est à peu près normal. C'est à peu près normal. Là, ça devient anormal si effectivement cette personne vient se plaindre toutes les semaines. Là, on peut se dire, bon, il y a quand même quelque chose de difficile et qu'il va falloir creuser. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce petit travail de prospection au départ, de sondage pour savoir si on est sur possiblement une situation de harcèlement moral ou sexuel. À l'inverse, lorsqu'on a des éléments matériels qui sont avérés et qui sont établis, il n'est pas forcément nécessaire de diligenter une enquête. Par exemple, si lors d'une réunion, une personne se fait à plusieurs reprises insulter ou humilier en public et que les collègues de travail ont fait des attestations, des témoignages, et donc il y a déjà un dossier bien fourni, l'enquête n'est pas forcément nécessaire pour venir corroborer la situation qui est déjà établie. Oui, parce que les faits sont caractérisés. Là. Les faits sont caractérisés. Donc l'enquête, elle est nécessaire quand justement il y a besoin d'éléments complémentaires pour venir caractériser une situation. Il y a un point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est le fait que la personne qui se plaint d'une situation qu'elle pense être du harcèlement moral, par exemple, elle se plaint, et généralement, elle se plaint en souffrant de la situation. Et ce n'est pas la souffrance de la personne qui vient caractériser le fait de harcèlement. C'est-à-dire que la définition n'est pas psychologique pour le harcèlement, mais elle est juridique. Et ce n'est pas parce qu'on souffre d'une relation au travail avec des collègues que c'est nécessairement du harcèlement. Oui, tout à fait. Il faut bien faire cette distinction. Il va falloir rentrer dans la qualification juridique de la situation.
Maintenant, une personne, un salarié qui souffre dans le cadre de l'exécution de, de son contrat de travail, ça ne va pas nécessairement être un harcèlement moral, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui vont pouvoir être mises en œuvre dans le cadre de l'obligation de sécurité pour tenir compte quand même de cette subjectivité, mais c'est vrai qu'on ne va pas automatiquement être dans une situation de harcèlement uniquement parce qu'il y avoir une personne qui, de par son vécu personnel, de par ses sensibilités particulières, va ressentir une situation comme étant de harcèlement. Oui, c'est pas parce qu'on ne s'entend pas avec ses collègues et que nos collègues ne nous proposent pas de déjeuner ensemble que c'est du harcèlement moral. C'est pas suffisant. Alors, c'est pas suffisant. Ne pas s'entendre avec quelqu'un, c'est pas suffisant pour que ça soit du harcèlement. C'est vrai. Maintenant, sur le déjeuner avec les collègues, c'est toujours une question c'est du cas par cas. C'est toujours de l'analyse terrain. Mais ne pas déjeuner avec ses collègues si c'est quelque chose d'entendu et que les autres aussi collègues parfois ne déjeunent pas ensemble, c'est pas du tout nécessairement du harcèlement moral. Après, c'est vrai que si on est la seule personne du service à être systématiquement exclue et à qui on ne propose jamais de venir déjeuner, ça peut effectivement caractériser quand même du harcèlement moral. Alors même que le temps déjeuner est un temps de pause. Oui, c'est ça qui est assez particulier, c'est que le harcèlement moral, en réalité, donc, il peut un peu faire tache d'huile. C'est-à-dire que bien sûr, il y a le temps de travail, donc on va analyser tous les comportements et agissements qui vont être manifestés pendant le temps de travail, mais également en dehors du temps de travail, c'est-à-dire que typiquement, un salarié qui va recevoir, même sur sa messagerie personnelle, des messages de son supérieur ou de collègues extrêmement désagréables ou humiliants, ou que sais-je, ou même sur des réseaux sociaux publics, ça pourrait tout à fait caractériser des éléments, venir caractériser un harcèlement moral. Alors, côté harcèlement sexuel, de la drague un peu lourde par SMS entre collègues hors temps de travail pourrait aussi entrer dans une qualification harcèlement sexuel? Et oui, parce qu'à partir du moment où on est collègue de travail, il peut y avoir une incidence sur le travail. Donc c'est un petit peu la difficulté, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'enquêtes harcèlement moral, parce qu'on connaît la difficulté pour le caractériser, pour caractériser ce délit, parce que c'est vrai que c'est quand même un délit, que ce soit moral ou sexuel. Ouais. Alors l'employeur, est-ce qu'il a un délai particulier pour démarrer une enquête si on estime qu'effectivement il faut en faire une? Alors là, il est nécessaire, tout comme le démarrage de l'enquête, savoir dans quel cadre on se trouve. Donc, comme je l'ai indiqué, si on est dans le cadre d'un danger grave et imminent, qui peut révéler un harcèlement moral ou sexuel, en réalité, l'enquête, et c'est le Code du travail qui le dit, elle doit être diligentée sans délai. Bon, sans délai, on peut quand même se prendre un petit peu de souffle et prendre quelques jours, mais l'inspection du travail va être très rapidement montée au créneau et va très rapidement demander où est-ce que ça en est et quel organisme a été choisi et comment ça s'organise. Donc ça, c'est pour le danger grave imminent. Lorsqu'on n'est pas dans ce cadre-là, on est peut-être dans le cadre de la loi dite Wasserman. Donc c'est une loi de 2016 qui a été revue en 2022. Je ne vais pas m'étendre parce que ça pourrait être très long, mais cette loi indique un délai de 7 jours, au moins pour accuser réception du signalement. Alors il faut que ce soit 7 jours. 7 jours pour accuser réception. Ouais. Donc on ne donne pas 7 jours pour répondre et donner une solution, évidemment, mais en tous les cas pour accuser réception, ce qui paraît raisonnable. Mais ça veut dire que l'employeur doit accuser réception de la plainte qui lui est faite. Exactement, oui. L'employeur doit impérativement accuser réception de la plainte qui lui est faite. Donc ça, c'est dans le cadre Wasserman, donc c'est un cadre un peu particulier. Mais par exemple, le signalement concernant un harcèlement sexuel tombe sous le coup de la loi Wasserman. Pas systématiquement le signalement harcèlement moral. D'accord. Bon. Mais ça, c'est un peu technique, mais c'est voilà. Donc moi, ce que je préconise pour les employeurs qui ont un doute, parce qu'ils ne peuvent pas forcément savoir s'ils sont sous le coup de cette loi Wasserman ou s'ils ne le sont pas, eh bien de au moins accuser réception dans un délai de 7 jours, parce que comme ça, au moins, ils sont sûrs de respecter les dispositions légales et liées au lanceur d'alerte. Quelles sont les étapes ou les points de vigilance qu'il faut apporter dans le cadre d'une enquête? Est-ce qu'on entend toutes les parties? Est-ce que la personne qui a envoyé un courrier, par exemple, au service RH pour se plaindre d'une situation qu'elle pense être du harcèlement, alors qu'elle a tout décrit, qu'il y a, je sais pas, 5 pages, est-ce qu'il faut quand même l'entendre? Comment ça se passe?
Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que les enquêteurs, ils ont chacun leur pratique. Il n'y a pas il n'y a pas encore de procédure écrite, du moins officielle, inscrite dans le Code du travail ou d'ailleurs dans un autre texte légal qui prévoit les étapes pour mener une bonne enquête. Il y a des préconisations qui sont d'ailleurs édictées par le défenseur des droits. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le guide de tous les enquêteurs. Et puis ensuite, il peut y avoir des procédures internes à l'entreprise. Donc ça, c'est vrai qu'il est très recommandé de mettre en place une procédure interne dans l'entreprise, à réfléchir comment est-ce qu'on amorce cette enquête. Est-ce qu'on entend systématiquement la prétendue victime, le prétendu mis en cause ? Comment on le convoque, est-ce qu'il a droit d'être accompagné ou pas, est-ce qu'on le convoque en visioconférence ou pas, donc il y a vraiment beaucoup de questions à se poser en amont. Est-ce qu'il faut que ça soit une enquête contradictoire, qu'on entende les deux parties? Est-ce que c'est un point de vigilance à apporter, ça? Alors oui, en tous les cas, quand les enquêtes sont menées par des cabinets d'avocats, c'est un principe qui est toujours appliqué parce que déjà, ça fait partie des préconisations de l'Ordre des avocats quand on mène des enquêtes, de respecter le principe du contradictoire, parce qu'une enquête, finalement, se cadre sur ce qu'on connaît aussi au pénal. Et au pénal, les enquêtes, elles sont nécessairement contradictoires. Là encore, il n'y a pas d'obligation légale, même s'il y a quand même un dernier arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu il y a peu de temps, quelques semaines, qui vient effectivement sanctionner une enquête qui n'a pas respecté le principe du contradictoire. Mais ça, c'est très récent. Donc oui, le contradictoire, il faut impérativement le respecter, même si ce n'est pas inscrit dans la loi. Ouais. Une fois qu'on a fait l'enquête et qu'on peut voir si les éléments relevés entrent dans la définition, soit du harcèlement moral ou de l'une des deux versions du harcèlement sexuel, une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qui se passe si le harcèlement est confirmé? Qu'est-ce que l'employeur doit faire? Qu'est-ce qu'il peut faire mais qui n'est pas obligé? Alors, déjà, lorsque l'enquêteur, donc, après avoir entendu tout le monde, il rend son rapport. Et dans son rapport, parfois, l'enquêteur qualifie ou parfois ne qualifie pas. Donc là, on est dans la situation où il a qualifié le harcèlement moral. Et dans ce cas-là, pour le coup, le législateur est très clair, il faut prendre une sanction s'il y a harcèlement moral. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au licenciement, même si c'est vrai que c'est souvent le cas, parce que le harcèlement moral, on estime quand même que c'est un délit, donc c'est quand même un agissement, une faute grave. Mais on peut aussi considérer que parfois, ça peut être un harcèlement, on va dire, mineur. C'est assez rare qu'on le trouve, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, on peut prendre d'autres mesures, mais il faut vraiment prendre des mesures concrètes et dont on va mesurer l'efficacité sur le temps. Oui, parce qu'en plus, dans le harcèlement, l'intentionnalité de l'auteur n'est pas retenue. En fait, qu'il ait l'intention ou pas l'intention de nuire, finalement, on s'en fiche. Oui, au civil, donc devant le Conseil de prud'homme, effectivement, c'est ce que je disais en introduction, l'intention de nuire n'est pas requise pour caractériser le harcèlement. Dans le Code du travail. Dans le Code du travail. Donc, on peut faire face à un salarié qui presque ne sait pas faire, en fait, c'est-à-dire ne sait pas parler, ne sait pas manager, va être constamment en rapport de force ou va manager avec beaucoup de brutalité et ça va poser très rapidement des problèmes. Donc soit on estime que ce problème est curable et que par une formation, un coaching, on va pouvoir remédier à ce problème. Donc pourquoi pas, ça peut être quand même quelque chose qu'on peut tenter dans certaines situations et si les dégâts n'ont pas été complètement irréversibles, enfin complètement difficiles pour les victimes, soit effectivement il faut malheureusement se séparer de ce salarié ou se dire qu'il n'est pas à son poste, il n'est pas calibré à son poste. Et même si on met en place du coaching, etc., il faut quand même sanctionner. Oui, il faut sanctionner. Il faut sanctionner parce que c'est vraiment une faute disciplinaire et pour le coup, le Code du travail le prévoit. C'est indiqué en toutes lettres. Lorsque il est établi que des agissements de harcèlement moral ont été réalisés, il doit y avoir une sanction disciplinaire. Donc il n'est pas dit on doit licencier, il doit y avoir une sanction disciplinaire.
Alors dans le cas contraire, imaginons il y a une personne qui se plaint d'une situation qu'elle pense être du harcèlement, il y a une enquête, et l'enquête conclut que ce n'est pas du harcèlement. Et on fait quoi? Parce qu'il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se plaint d'une situation qui se passe mal, même si ce n'est pas du harcèlement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors déjà, d'où la question qu'il faut vraiment se poser avant d'entamer une enquête, parce qu'effectivement, engager une enquête, c'est jamais neutre pour le climat social, hein. Ça peut même provoquer des dégâts quand c'est pas très bien fait et quand un cadre n'a pas été vraiment bien établi dès le départ. Donc, s'il n'y a pas de harcèlement moral, déjà, il faut l'acter. Devant les élus, s'il y a des élus, il faut quand même donner une conclusion. Il faut surtout pas laisser les salariés dans cette espèce de no man's land, on ne sait pas ce qui a été rendu. Ça, c'est important de dire qu'aucun élément ne permet de caractériser une situation de harcèlement moral, une situation juridique de harcèlement moral. Et c'est vrai que ça, c'est important, les mots que l'on met là-dessus, sur cette conclusion, puisque la victime, celle qui se sent victime, il faut bien l'expliquer qu'en tous les cas, ça ne remet pas en cause son ressenti, que sa souffrance n'est pas niée, mais que juridiquement, les éléments ne permettent pas de caractériser la situation. Vraiment bien distinguer les deux notions. Oui, le psychologique et le juridique. Ouais. Voilà. Imaginons que je sois témoin d'une situation qui me paraît être du harcèlement moral ou sexuel, et que c'est moi qui informe le service RH et pas la personne qui subit les agissements. Est-ce que je peux le faire? Et si je le fais, est-ce que j'ai un système de protection ou pas? Comment ça se passe? Alors oui, tu aurais, bien sûr, déjà, tu devrais le faire. C'est pas juste une possibilité, c'est un devoir? Oui, c'est un devoir parce que l'obligation de sécurité pèse très largement sur les épaules de l'employeur, mais les salariés ont eux-mêmes aussi une obligation de sécurité à l'égard de leurs collègues de travail. Donc s'ils sont témoins de ce que leur collègue de travail, tous les midis, va dans les toilettes et s'écroule en pleurs, même s'ils ne savent pas vraiment pourquoi, même s'ils ont compris que c'est bien le supérieur qui parle parfois un peu mal, mais ils ne sauraient pas forcément le caractériser. Et ça, je sais que souvent c'est le cas, si on n'ose pas dire parce qu'on n'est pas sûr, parce que voilà. L'obligation quand même des salariés entre eux, c'est d'aller porter un signalement. Et d'où l'intérêt d'avoir une procédure de signalement en interne. Parce que la grosse difficulté, ça on le voit tout le temps, c'est de ne pas savoir à qui signaler, ne pas savoir à quoi on s'expose si on signale, parce que bien sûr on peut avoir peur des représailles. Bien sûr, ouais. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe de par la loi déjà une protection de toute personne qui va dénoncer une situation de harcèlement moral ou sexuel, une protection absolue, donc une immunité par rapport à ça qui est prévue par le Code du travail et qui est renforcée justement par cette fameuse loi Wasserman et qui protège donc les lanceurs d'alerte quand on est sur la partie harcèlement sexuel. Donc même si finalement le harcèlement au bout du compte n'est pas avéré et caractérisé, eh bien, celui qui aura porté le signalement ne se verra pas sanctionné parce qu'il n'y a pas eu à la clé une caractérisation des agissements. Donc c'est le lanceur d'alerte en fait. C'est le lanceur d'alerte, oui. Ouais. Est-ce que dans une entreprise ou un service fonction publique où il y a une petite quantité de salariés ou d'agents, est-ce que la personne qui fait l'enquête en interne, elle peut être amenée à travailler au quotidien avec les personnes enquêtées ou pas? Ou est-ce qu'il faut séparer plutôt la personne qui fait l'enquête et qu'on ne puisse pas dire oui, mais elle se connaissait, c'est peut-être un peu biaisé En fait, c'est pareil, il n'y aura pas une réponse malheureusement préétablie, ça dépend vraiment des circonstances. Il est certain que si l'objet de l'enquête, enfin le mis en cause, fait partie de la direction, et on écarte tout membre de la direction dans la manière de mener l'enquête. Ça paraît être une évidence, oui. Et je pense que ça tombe sous le sens. Après, sur la question de savoir si on fait appel finalement à un soutien externe, c'est très très recommandé pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, pour une question de neutralité, parce que, comme tu l'as souligné, même si on n'est pas mis en cause, on peut quand même avoir des préjugés sur la situation. Donc c'est ce qui forcément il faut vraiment
vraiment écarter dans le cadre d'une enquête, c'est tous les préjugés par rapport à la situation. Mais également, il y a une nécessité de savoir-faire et de formation en profondeur. Il faut vraiment savoir comment l'enquête se mène, quelles sont les étapes à respecter et quels sont les grands principes à respecter. Et la raison, elle est simple, c'est parce qu'une enquête qui est mal menée et un rapport qui est mal ficelé, si ça va au prud'homme ou si ça va au pénal, eh bien, ça va pouvoir complètement être écarté. Donc si c'est la pièce maîtresse, c'est dommage si ça n'a pas été fait correctement, puisqu'on se retrouve sans éléments. Quels sont les risques si un employeur ne donne pas suite à une plainte pour harcèlement, qu'il soit caractérisé après ou pas caractérisé finalement, mais l'employeur se dit bon, j'accuse par réception comme tu disais, et puis je laisse couler, ça me paraît pas être très important. C'est quoi le risque? Oui, alors ce qu'on trouve souvent, hein, c'est on met ça un peu sous le tapis en se disant on a autre chose à faire, on est débordé. C'est ce qu'on trouve souvent dans les PME. C'est des fois même pas par mauvaise volonté, mais parce qu'on a tellement de choses à gérer qu'on espère que les choses se calment. Le risque, c'est que, bon, outre le fait que la situation s'envenime et que pour la personne qui est en souffrance, elle devient encore plus en souffrance, mais ça, c'est un risque, je dirais, humain et qu'on n'a pas forcément envie de devoir être à l'origine de cette dégradation. Ça, c'est un problème de conscience personnelle, on va dire. Conscience morale. Une conscience morale. Ensuite, il y a des conséquences juridiques, judiciaires claires. Puisque, comme je l'ai indiqué, l'employeur est soumis à une obligation de sécurité. Donc, s'il ne prend pas les mesures concrètes qui s'imposent et dans des délais raisonnables, il peut voir sa responsabilité engagée au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, donc se voir condamné à des dommages et intérêts sur ce terrain-là, voire à condamner à des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi physique sur le terrain de la faute inexcusable. Donc ça peut quand même être assez conséquent. Et pour finir, quel serait le premier conseil ou les premiers conseils que tu pourrais donner à un service RH ou à un employeur face à une situation de dénonciation d'un supposé harcèlement? Alors déjà, le premier conseil, ça rejoint ce que j'ai dit avant, mais c'est vraiment de réagir très rapidement. Alors ça ne veut pas dire, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc l'idée, c'est d'accuser réception de cette situation-là. Et si, encore une fois, si on a une procédure en amont, c'est beaucoup plus facile parce qu'on saura tout de suite quoi faire et enclencher la machine et la mettre en route, surtout si on a des personnes formées en interne. Donc vraiment de ne pas laisser traîner déjà et de prévoir, d'avoir prévu en amont une procédure. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, évidemment, il y a une obligation d'avoir un référent harcèlement en son sein. Donc là, je dirais que c'est la personne dédiée pour prendre le relais. Ça m'amène une dernière question. Ce référent harcèlement, est-ce qu'en tant que référent harcèlement, c'est à lui de faire l'enquête ou si un salarié, un collègue vient le voir en disant « tu sais, moi j'ai une situation, c'est pas possible, je dors plus la nuit, je vais au boulot avec la boule au ventre, etc. » On lui confie ça. Est-ce qu'il doit s'en référer à la RH? Comment est-ce qu'il doit agir avec ça? Alors le référent harcèlement, déjà, il doit être formé, hein, déjà, première chose, mais je le dis parce que ça paraît évident, mais ça l'est pas toujours. Malheureusement, et en général, c'est pas lui qui fait l'enquête. Pour une raison bien simple, c'est comme, l'enquête, c'est un travail qui prend plusieurs jours, plusieurs semaines, déjà, c'est extrêmement long. Donc ça veut dire que cette personne-là, en général, elle a un autre métier dans l'entreprise, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'elle consacre 15 jours, 1 mois, 2 mois sur la réalisation de cette enquête, parce que c'est extrêmement long. Donc c'est en général quelque chose qu'on écarte. Par contre, c'est vrai que ça va être le point d'entrée pour pouvoir actionner les leviers et pour dire là, ça me semble possible qu'il y ait une situation de harcèlement. Donc en fait, ce qu'on demande au référent harcèlement, c'est de savoir justement détecter les premiers signaux. Pas nécessairement de caractériser, parce que généralement, c'est pas possible pour lui. Et il fait remonter au service RH. Voilà, il fait remonter au service RH. D'accord. Oui. Très bien. Merci Florence pour cet entretien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui vont être les questions des participants.
Alors pour cette deuxième partie sur les questions, on a beaucoup de questions. C'est un sujet qui amène beaucoup d'informations. Est-ce que l'employeur est obligé de faire l'enquête, même si les victimes ont parlé dans un cadre confidentiel, en disant, tu sais, je te dis ça, mais il ne faut pas le dire, je veux pas que tu le saches, enfin que les autres le sachent, etc. Alors ça, c'est une excellente question parce que je n'ai pas pu aborder la question de l'anonymat et de la confidentialité, qui sont des principes vraiment fondamentaux dans la conduite d'une enquête. Si effectivement la victime se confie à un collègue de travail qui dit « je ne veux surtout pas qu'on en parle », là, c'est très compliqué pour le collègue de travail de ne pas respecter la parole qu'il a donnée. Donc, on sait que humainement, généralement, dans un premier temps, en tous les cas, le collègue de travail ne dit rien et respecte. Sauf que le collègue de travail, on ne peut que l'inviter, justement, encore une fois, s'il y a une procédure qui existe en interne, s'il y a des volets informatifs importants sur ce sujet, le collègue peut quand même largement inviter son collègue victime à aller porter un signalement. Les signalements dans la procédure, il faut impérativement, dans un premier temps, qu'il y ait une phase d'anonymat. En général, on essaie de lever l'anonymat dans un second temps parce que pour réaliser une enquête, c'est très compliqué de le faire sous le coup d'un anonymat. Mais d'avoir ce premier sas d'anonymat, ça rassure. Ça permet justement de dire à la personne qui se confie de manière anonyme, vous ne m'avez pas donné votre identité, mais voilà ce que vous pouvez faire, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par la loi, et généralement ça peut quand même inciter à aller plus loin. Ouais. Deuxième question de Sylvain qui nous dit, finalement, imaginons une situation où l'employeur ou le service RH lui constate une situation entre deux salariés, une situation de harcèlement. Mais aucun des deux n'en parle. La personne qui le subit ne se plaint pas, mais lui, il a constaté. Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation ? Là, c'est difficile parce que du coup, on n'a aucun signalement. Oui. Donc, soit il a le courage, ce DRH, de porter lui-même le signalement. Ce qu'il peut faire. En tant que lanceur d'alerte ? En tant que lanceur d'alerte, voilà ce que j'ai constaté. Donc, il peut le faire soit directement à sa direction, soit auprès du CSE, pour qu'il y ait un danger grave et imminent. C'est parfois ce qui se passe. Parce que parfois, le DRH, il a une position, s'il est au CODIR, qui fait que ça va être compliqué de porter directement le signalement de par sa hiérarchie, son positionnement, c'est difficile. Donc, et ça se fait, et on contourne ce problème, je dirais, humain, de positionnement hiérarchique, par le CSE. En disant, voilà, moi, ce que j'ai constaté, je voudrais que ce soit porté en CSE et vous faites comme vous voulez, parce qu'on n'a pas, bien sûr, à dicter la conduite du CSE, mais de dire, bon, là, il y a quand même un vrai sujet, donc si on peut le faire en danger grave et imminent. Sylvie demande, l'enquête, est-ce qu'elle doit être menée conjointement avec le CSE ? Ça, c'est la première partie. Et le problème, c'est si le supposé harceleur est membre du CSE. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, l'enquête doit être menée conjointement avec le CSE dans un seul cas, c'est celui que je vous ai indiqué. Donc, c'est le danger grave et imminent, c'est l'article L4131-1 suivant du Code du travail. Là, on n'a pas le choix, on ne peut pas évincer le CSE. Si c'est le cas, donc si on est dans ce cadre-là, et donc on ne peut pas ne pas faire avec le CSE. Il faut espérer que dans le CSE, on ait plus de monde que le harceleur. Qu'il soit plus nombreux qu'un. Voilà. Mais ça arrive, ça nous est arrivé d'avoir un CSE et c'était le harceleur. Bon, là, je l'ai vu aussi dans des petites structures. Là, on est obligé de faire autrement avec l'inspection du travail et de faire une enquête et encore que non, parce que nous, on l'avait fait avec le harceleur. On avait fait conjointement avec le harceleur, sauf que comme on était deux, on a orienté nos questions en tenant compte du fait que le co-équipier de l'enquête était le harceleur, qu'on a d'ailleurs aussi entendu. Donc c'était assez kafkaïen comme situation, mais malheureusement, quand on est dans le cadre d'un DGI, on ne peut pas faire sans. Anne-Laure te demande si on doit forcément passer par un organisme extérieur. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est-à-dire que le législateur ne le prévoit pas. Donc, une enquête peut se faire totalement en interne.
Maintenant, pour en faire pas mal, c'est quand même fortement recommandé, déjà pour une raison très pratico-pratique, c'est comme je vous dis, pour une enquête qui concerne à peu près 10 salariés qu'on va entendre, il faut déjà minimum une semaine entière, je veux dire 8 heures par jour. Donc déjà, il faut avoir la possibilité de mobiliser un salarié une semaine en entier, et un salarié qui va vraiment être formé sur les questions de la confidentialité, du RGPD, de la loyauté, du principe du contradictoire, sur la manière dont on pose des questions et comment on gère aussi les émotions pendant les entretiens. Oui, parce que ça fait émerger des émotions, tout ça. Oui. Voilà, donc c'est quand même pas tellement recommandé, faut reconnaître. Céline te demande, en fait, elle dit elle travaille dans une société d'aide à domicile et on peut constater parfois des reproches entre collègues, tu sais, notés sur des cahiers de liaison, dans des fichiers, etc., où les reproches sont plutôt désagréables, voire un peu humiliants. Est-ce que ça peut constituer des éléments probants pour du harcèlement ? Alors ça pourrait, mais encore une fois, il faut voir les éléments. Dans le cadre d'une enquête, d'ailleurs, on regarde toujours les éléments en amont. C'est-à-dire que si on a des éléments matériels, on va regarder ce qu'on a. Et ça pourrait, à partir du moment où il y a une répétition, que c'est toujours la même personne qui est ciblée, que les propos sont humiliants. Voilà, donc oui, ça pourrait caractériser, mais on ne peut pas l'affirmer de manière définitive. Christelle te pose une question, elle demande comment faire quand un collaborateur accuse son responsable de harcèlement moral et que l'enquête démontre que c'est le collaborateur qui est à l'origine du harcèlement et non le responsable. C'est-à-dire que en fait, un renversement, la personne plaignante finalement se trouve être la personne auteur du harcèlement. Ah bah ça arrive, pas assez, enfin fréquemment, pas si fréquemment, mais ça peut arriver. Bah dans ce cas-là, s'il y a une enquête et que ce fait-là est établi, et ben dans le rapport d'enquête, ça ressort. Ouais. Voilà, il faut le faire émerger et l'indiquer. Donc après, bien sûr, on prend encore plus de précautions puisque finalement, c'est la prétendue victime qui devient auteur du harcèlement. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une contestation du rapport d'enquête derrière, mais oui, il faut le caractériser comme tel. Marion demande, en fait, dans une situation où sur le lieu de travail, il y a des salariés de plusieurs employeurs. Oui. Et elle prend le cas, par exemple, dans une école. Finalement, la personne harcelée est une ATSEM, salariée de la commune, mais il semblerait que le personnel supposé harcelant relève de l'éducation nationale. Comment est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? De toute façon, on peut être victime de harcèlement moral émanant même d'un client. Même d'un client, c'est ça, d'un usager, etc. D'un usager, donc je ne l'ai pas rappelé dans le cadre de la définition, mais ce n'est pas uniquement le collègue de travail, ce n'est pas forcément la hiérarchie, ça peut être aussi des personnes avec qui on travaille et qui ne sont pas des collègues directs et qui appartiennent à d'autres structures. Oui. Donc ça peut tout à fait se caractériser. Après, comment on fait ? Déjà, quand on est victime, on fait remonter, dans le cadre d'un signalement tout à fait classiquement, le problème. À son propre employeur, pas à l'employeur de l'autre. À son propre employeur, qui va ensuite, lui, de toute façon, après ça le concerne, il doit gérer ça avec l'autre employeur pour peut-être mener une enquête si nécessaire. Et ils doivent faire l'enquête conjointement, alors, les deux employeurs ? Alors ça, après, ça les regarde. Oui, ça... D'accord. Sauf s'il y a des employeurs, dans ce cas-là, qui nous regardent aujourd'hui. Oui. Mais oui, on peut l'envisager. C'est possible. Parce que c'est vrai que ça va être difficile d'entendre un salarié appartenant à une autre structure, de le convoquer. C'est pas impossible. On peut quand même le faire. Ah oui. Et en tirer toutes conséquences s'il ne vient pas. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant et plus constructif si quand même on arrive à faire une enquête de concert avec l'autre employeur. Ouais. Edith te demande, en fait, l'enquête réalisée en interne mène à une situation qu'on peut qualifier de harcèlement, mais est-ce que l'employeur est compétent pour qualifier
la situation de harcèlement? Est-ce que la qualification peut être portée par l'employeur ou est-ce qu'il faut absolument que ça soit quelqu'un du domaine de la justice? Non, non, de toute façon, celui qui a le dernier mot, c'est l'employeur. Donc même si on prend un cabinet extérieur, ou vous prenez par exemple un cabinet d'avocats ou de psychologues, etc., ils vont faire le rapport, il va y avoir une qualification. Mais l'employeur a la possibilité, lui, de dire non, non, mais en fait, moi, cette enquête, elle ne me va pas du tout. Bon, voilà, mais c'est possible. Donc, en fait, celui qui a le dernier mot et celui qui qualifie, c'est l'employeur. Après, c'est l'employeur qui prend ses responsabilités. Donc, est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il aurait mieux fait de faire une enquête différemment, etc. Ça, c'est autre chose. Ouais. Il y a une autre question là qui est dans une situation de fonction publique. Est-ce qu'un agent territorial, mais ça peut très bien se faire dans le secteur privé, un agent territorial qui refuse de respecter les consignes de travail, oui. Mais il considère pour autant que c'est son supérieur qui insiste trop près de lui pour les faire respecter, et que lui, il préfère travailler comme il le souhaite. Comment est-ce qu'on gère cette situation? Parce que demander à quelqu'un de travailler, c'est quand même pas du harcèlement. Lui demander de travailler d'une certaine manière, il y a quand même un lien de subordination, il me semble. Comment est-ce qu'on gère cette situation sans tomber dans de l'acharnement, mais en même temps en faisant avancer les choses? Là, manifestement, on n'est pas dans un cadre de harcèlement. Si ce sont les seuls faits, le fait de demander à quelqu'un de respecter telle et telle règle, c'est pas du harcèlement. Après, il y a un bémol, c'est la manière dont on peut le demander. Oui, c'est ça. Dans la définition du Code du travail, il y a la question de porter atteinte au droit et à la dignité. C'est ça. Alors, donc, si on lui demande en l'insultant ou en se moquant de lui ou constamment quand il y a du public avec quelque chose d'humiliant, évidemment que là, ça va être du harcèlement. C'est pour ça, je suis désolée, j'ai rarement des réponses qui sont blanc-noir, mais parce que c'est toujours dans la finesse et la subtilité de la situation. Mais bien sûr que si c'est fait de manière respectueuse et on peut demander même toutes les semaines à un salarié qui ne fait pas son travail de le faire. Oui, quand même, c'est possible. Noémie demande, afin de sécuriser un potentiel contentieux, est-ce qu'il est conseillé de demander à chaque témoin de réaliser une attestation de témoin reprenant son témoignage? Est-ce qu'il faut que les gens effectivement rédigent quelque chose? Alors ça, on peut bien sûr, c'est des témoignages, on peut tout à fait demander des témoignages écrits. Si vous avez assez de témoignages qui permettent ensuite de révéler une situation de harcèlement, de violence ou autre, ça peut suffire. Et vous pouvez, comme ça, éviter aussi de diligenter une enquête. Ça peut suffire. Bien évidemment, il ne faut pas faire de pression sur les témoins. On leur demande une fois de témoigner, pas deux fois. Voilà, donc il y a bien sûr ce devoir de réserve et de loyauté dans la manière de demander les témoignages. En fait, l'enquête, elle intervient quand les personnes sont un petit peu muselées, qu'elles ont peur de parler et qu'elles ont besoin d'un cadre plus sécurisé pour révéler des éléments, qu'elles ne le feront pas spontanément par le biais d'une attestation écrite. Voilà. Et puis, dernière question, il y a Valérie qui te demande, elle travaille dans une association d'aide à domicile, mais on retrouve ces situations-là aussi dans le champ du travail social, dans le médico-social et même dans le sanitaire. Il a dit qu'en fait, dans ces situations, le harcèlement sexuel peut être pratiqué non pas par des collègues, mais par des usagers, des patients, etc. Et comment faire quand les salariés font remonter ces agissements de harcèlement sexuel, voire peut-être d'agression, une main aux fesses ou des choses comme ça, et que l'employeur minimise un peu les choses parce que il a peur soit de la réputation, soit de perdre des clients, en fait, des contrats. Comment est-ce qu'on peut faire en tant que salarié? Le problème, c'est que dans ces secteurs-là, je sais qu'il y a souvent des problèmes de harcèlement sexuel, voire parfois, effectivement, d'attouchement ou d'agression sexuelle. Mais c'est un secteur qui n'est pas immunisé par la loi. C'est-à-dire qu'elle s'applique tout à fait dans les mêmes proportions que dans les autres secteurs. Donc, normalement, ça doit faire l'objet d'une mesure concrète et efficace. Donc, en principe, dans ces situations-là, la direction va voir la famille des usagers ou l'usager lui-même, va expliquer que c'est pas possible ce type de comportement.
On va protéger le salarié en question en l'écartant de ce type d'intervention. Et si on ne peut pas solutionner la chose, eh bien, il faut s'en séparer. Il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup, Florence Monteil. Merci à toi, Sébastien. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.